Bonjour les investisseurs, bienvenue sur la chaîne Fabien Immobilier. Je suis Fabien Tatibouet, CEO d'une société spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Je suis également investisseur à titre personnel. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur notre plateau François Lanoé, qui est notre expert comptable partenaire. Il sera plus à même à répondre aux questions que se posent les investisseurs sur la fiscalité immobilière. François, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bonjour Fabien. Effectivement, François Lanoé, expert comptable. J'ai tout un pan de mon activité qui est autour de l'investissement immobilier de façon générale, à la fois en parallèle d'une activité professionnelle ou pour des investisseurs particuliers, parfois qui ont pour ambition ou qui arrivent à devenir rentiers immobiliers. Merci pour ta présentation. En fait, on reçoit énormément de questions sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut investir à deux dans l'immobilier, sur la question de la fiscalité? Alors, on a beaucoup de personnes qui souhaitent investir soit avec leur conjoint-conjointe, soit avec des amis ou des membres de leur famille. Ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils voient beaucoup de choses, notamment sur Internet, entre les différents régimes, que ce soit le LMNP, que ce soit les SCI à l'IR ou à l'IS, que ce soit les SARL de famille, et puis après des systèmes de holding. Et ils se posent des questions, et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous allez bien comprendre quel est le régime le plus adapté pour vous. Et puis on va tout traiter, également les questions de coût, parce que c'est important de savoir quel est le coût d'une structure et comment ça va se passer également lorsque vous allez revendre le bien immobilier. Donc François, je vais te poser une première question. La première question, c'est est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les différents régimes qui s'offrent aux investisseurs? Oui, bien sûr. Alors, le sujet du jour, c'est on veut investir à plusieurs. De façon simple, deux personnes qui veulent acheter un bien, ils peuvent le faire, que ce soit un couple, que ce soit des amis, que ce soit des membres de la même famille. On appelle ça l'indivision. Quand on a plusieurs personnes propriétaires d'un même bien, c'est une indivision. C'est d'ailleurs ce qui se passe lors des successions. Au décès des parents, les enfants héritent en indivision du bien. L'indivision, c'est souvent un régime qui est délicat à gérer, parce que dès qu'on n'est plus d'accord, globalement, on est obligé de vendre le bien. Parfois un peu dans la précipitation, donc pas forcément dans les meilleures conditions. Donc l'indivision, je dirais, à l'exclusion des couples, l'indivision, c'est rarement quelque chose que je préconise. On peut être très bons amis à un moment, et si demain on n'a plus les mêmes objectifs, il y en a un qui a besoin de liquidité, pas l'autre, souvent c'est la vente un peu forcée. Donc l'indivision dans un couple, pas de difficulté. D'ailleurs, souvent la résidence principale, c'est le couple quand on est propriétaire en indivision. Sur de l'investissement locatif, ça fonctionne, mais prudence quand on est ce qu'on appelle entre personnes tierces pour l'indivision. Donc souvent, si on veut investir à plusieurs, on va plutôt se tourner vers une société. D'accord. Dans l'inconscient collectif, souvent, investissement immobilier, société, on dit SCI. En fait, c'est pas toujours le cas et c'est pas obligatoire. On peut investir en immobilier en SCI, mais aussi dans des structures commerciales, SARL, SAS. On a la SARL de famille qui permet de faire de l'investissement locatif dans le régime LMNP. Donc voilà, on va détailler tout au long de la vidéo les différents régimes fiscaux, mais globalement, soit on investit en indivision, on réserve ça a priori plutôt au couple, et puis en plus souvent ça pose des problématiques de financement. Aller financer un bien en indivision entre tierces personnes, c'est pas toujours évident. Oui, tout à fait. Et quand on investit à plusieurs, plutôt une société, on se pose la question, quelle société on va choisir? SCI, autre type de société, et la fiscalité que va engendrer la société. D'accord, très bien. Donc en fait, pour pouvoir se protéger, il est plus judicieux d'investir via une société. Tu as listé assez brièvement les sociétés. Est-ce que tu peux rentrer plus en détail dans ces types de structures? Oui, sans souci. Dans les grandes lignes, une société, c'est quoi? C'est des personnes qui se réunissent, qui s'associent. Donc, on fait des statuts, on fait la répartition du capital, donc c'est la propriété qu'on a sur ce qui va être détenu dans la société, en l'occurrence un bien immobilier, et puis on met un ou plusieurs dirigeants de la société. Donc, si on prend l'exemple de deux amis qui font 50-50, ils sont associés à 50-50 et ils sont tous les deux dirigeants de la structure. Cette société, une fois qu'elle est constituée, elle se présente devant monsieur le notaire, on a un financement ou un apport, on achète le bien.
on va se dire, en fonction de la situation de chacun des associés, en fonction des objectifs et de la rentabilité, quel régime fiscal je vais prendre. Si on part sur une société civile immobilière, on a 2 régimes fiscaux, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur le revenu, on est dans la règle des revenus fonciers, donc c'est comme si on détenait le bien à titre personnel. On a des loyers, on déduit les quelques charges déductibles qu'on a, la taxe foncière, les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt. Donc globalement, on ne déduit pas grand-chose et on a un résultat qui est soumis à impôt. Donc ça, c'est un régime fiscal qui peut être intéressant dans certains cas. Souvent, ça génère quand même, pendant la durée de détention, une fiscalité qui est assez lourde. Donc, sur quelqu'un qui n'est pas imposable, je veux dire qu'il n'y a pas de difficulté à venir mettre des revenus soumis à impôt tant qu'on ne paye pas d'impôt, bien qu'on ait quand même de la CSG, CRDS là-dessus. Dès qu'on a déjà une fiscalité existante, voire importante, c'est pas automatiquement là-dessus qu'on va aller dans un premier temps. D'accord. SCI, impôt sur le revenu, règle des revenus fonciers. Et après, on a la SCI à l'impôt sur les sociétés, où la mécanique est la même, sauf qu'on va pouvoir déduire des amortissements. Donc l'investissement, on va le passer en charge un petit peu tous les ans. Et donc là, on est dans une mécanique où on ne paye pas ou très peu de fiscalité. Ça dépend de la rentabilité du bien, du moins pendant la durée de détention. D'accord. Donc ça, c'est IR, IS en SCI, les deux grandes différences. Et puis forcément, on retrouve la différence à la sortie. En SCI, à l'impôt sur le revenu, on est dans le régime de la plus-value immobilière des particuliers. On a une exonération pour durée de détention, alors que en SCI à l'IS, on a une plus-value qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ce qu'on observe de façon générale, c'est que en SCI, à l'impôt sur le revenu, on paye la fiscalité pendant qu'on détient le bien. Et à la sortie, on a une fiscalité plus légère. Alors qu'à l'impôt sur les sociétés, on ne paye pas de fiscalité pendant qu'on détient le bien, mais on paye la fiscalité à la sortie. Encore une fois, il faut prendre les chiffres et les projections à chaque fois pour valider ces hypothèses. Là, c'est les grandes lignes des régimes. Globalement, on peut se dire que c'est plus intéressant de payer, enfin en tout cas, c'est plus acceptable de payer la fiscalité une fois qu'on a la trésorerie. Donc plutôt SCI à l'IS, mais ça dépend des objectifs et des envies de chacun. Ça, c'est sur les SCI. Sur les autres types de sociétés dans lesquelles on peut faire de l'investissement immobilier, toutes les sociétés commerciales, SARL, SAS pour l'essentiel, ça va fonctionner comme une SCI à l'impôt sur les sociétés, même mécanique. Et après, on peut faire au sein de sociétés de la location meublée non professionnelle. Donc on a notamment la SARL de famille qui fonctionne très bien quand on est associé entre membres du cercle familial. D'accord. Et si on veut faire la même chose, mais avec des personnes qui ne sont pas membres du cercle familial, on utilise la SNC, la société en nom collectif. D'accord, très bien. La SNC, il n'y a pas quand même une question de responsabilité? Alors effectivement, tous les associés d'une SNC ont la qualité de commerçant. Donc on est engagé. Alors, à l'intérieur de chacun des types de sociétés, on peut être engagé indéfiniment sur les éventuelles dettes de la société ou pas. Donc c'est la différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Mais les SNC, effectivement, comme les sociétés civiles, on est indéfiniment responsable des dettes. D'accord, ok. Donc ça, c'est un point de vigilance, il faut bien faire attention. Tu as parlé de répartition 50-50. Dans quel cas on peut avoir des proportions qui sont différentes? Et également, est-ce qu'on est obligé, combien d'associés au minimum on est obligé d'avoir par type de structure que tu énumères? Alors, répartition du capital. Si on est tout seul, c'est assez simple. On prend 100%, ça c'est possible sur les sociétés commerciales. SARL, SAS, on peut être associé unique. Sur les sociétés civiles, on a l'obligation d'être au moins 2 associés. Okay. On va aborder les holdings tout à l'heure. On peut être indirectement seul associé. Si je suis seul associé de ma holding, société commerciale, et j'associe ma holding et moi, personne physique, au sein d'une société, il y a bien 2 associés, une personne morale et une personne physique. Par contre, au bout du bout, je suis le seul associé. Sinon, on est, dans tous les cas, c'est dans tous les cas, on est obligé d'être plusieurs associés. Et après, la répartition du capital, elle est librement définie entre les associés. Ce qui est le plus important à mon sens, c'est que ce soit bien compris de tous. Que ce soit 50-50 ou une autre répartition, il faut que personne se sente lésé, parce que c'est ce qui va générer de la frustration et potentiellement des conflits entre associés demain.
D'accord. Ok. Donc il faut faire l'état des lieux de qui apporte quoi au projet, à la société. On a des cas où il y a quelqu'un qui apporte une capacité d'emprunt, l'autre est déjà endetté mais a de la trésorerie à investir. Bah, si on se dit je peux pas faire sans l'un et c'est grâce à l'autre que je peux faire, 50-50 c'est probablement la bonne solution. Parfois quand on a des déséquilibres entre les apports de l'un et de l'autre, on peut faire une répartition capitalistique qui est différente. Puis si on est 3, 4, 5 associés, on découpe ça un petit peu comme on veut. Ok. Est-ce qu'on peut associer un mineur? Alors sur les sociétés civiles, ouais, on peut. Alors, je dirais associer des mineurs, c'est souvent sur des schémas de transmission patrimoniaux, familiaux. De mon point de vue, plutôt que l'association d'un enfant, c'est plutôt le démembrement des titres qui me paraît être le plus judicieux en termes de transmission. Mais on peut tout à fait mettre un mineur associé. Moi, j'évite de le faire, mais c'est possible. D'accord, très bien. Là, on a parlé beaucoup de la DSI, à l'IR et à l'IS. Quel est l'avantage autrement de faire une autre structure commerciale de type SARL? Qu'est-ce qui vraiment peut faire que c'est plus intéressant que la SCI? On parlait de responsabilité à l'instant, c'est vraiment ça. C'est dire sur une société civile, demain mes loyers sont plus payés, charge à moi de payer l'emprunt. Ok. Sur une société commerciale, les associés ne sont engagés que sur le montant du capital et pas au-delà. Donc du coup, c'est plus protecteur. La plupart du temps, cependant, s'il y a un emprunt bancaire, les associés seront caution de l'emprunt bancaire, donc ça revient indirectement au même, mais la société commerciale est plus protectrice que la société civile. Donc ça peut être un des avantages qu'on peut avoir. Ça peut être aussi la nature de l'activité. Parfois, une société, elle porte un investissement locatif, mais pas que. D'accord. Ça peut être de la sous-location, ça peut être des activités commerciales diverses et variées. Moi, je ne recommande pas de mixer les activités au sein d'une même structure, mais parfois, par la force des choses, ça arrive. Donc là, la société commerciale trouve tout son intérêt. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe si l'investissement il génère du cash flow? Du coup, les associés aimeraient se verser un dividende. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut laisser au sein d'une structure? Est-ce qu'on peut se verser comme un revenu? Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est un point qui est très intéressant. Quand on investit en nom propre et non pas en société, on dispose de la trésorerie immédiatement. Quand on investit au sein d'une société, là je fais un focus plus particulier sur les sociétés, à l'impôt sur les sociétés. Si on a un cash flow excédentaire, si on a de la trésorerie dans la société, c'est bien la trésorerie de la société, c'est pas la trésorerie des associés. D'accord. Donc on va se poser la question, comment est-ce qu'on ressort cette trésorerie présente dans la société au profit des associés? Plusieurs mécaniques. Soit lors de l'acquisition, on a fait un apport. Ça, on peut librement se le rembourser, c'est ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. J'ai apporté en tant qu'associé tout ou partie des frais lors de l'acquisition. Cela, dès lors que la société a la trésorerie, elle peut me les rembourser. Ça ne génère pas de cotisation sociale, pas d'impôt sur le revenu. La société avait une dette envers moi, elle me rembourse cette dette-là. Si on n'a pas fait d'apport ou qu'on a déjà remboursé les apports, pour sortir l'argent de la structure, la plupart du temps, on passe par des dividendes. Et là, il ne faut pas s'y méprendre, c'est pas parce qu'on a de la trésorerie dans la société qu'on a la capacité à verser des dividendes. Il faut auparavant avoir eu un résultat qui a été fiscalisé à l'impôt sur les sociétés, avant de pouvoir verser des dividendes. Et donc là, on ne peut pas courir les deux objectifs en même temps, à la fois ne pas avoir de fiscalité, donc générer un déficit comptable et fiscal pour ne pas payer d'impôts, et à la fois vouloir se verser des dividendes. Ça, c'est deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. C'est ou l'un ou l'autre. Et après, dans certains cas, on peut même imaginer se rémunérer. Alors généralement, c'est sur des structures où on va avoir plusieurs biens et on peut avoir une rémunération de gérance ou une rémunération de salariés ou assimilés salariés. Il faut généralement avoir un volume assez important pour pouvoir dégager un revenu, mais c'est tout à fait envisageable. En gros, les trois, comment sortir de l'argent d'une structure, remboursement de compte courant d'associés, dividendes et rémunération.
Oui, bah nous, on en voit de plus en plus, c'est effectivement des clients qui ont très bien gagné leur vie et puis qui souhaitent prendre une retraite prématurément. Et pour ça, ils ont toujours envie de cotiser et ils utilisent en fait l'immobilier pour pouvoir avoir des revenus de gérance. Oui, tout à fait. Mais François, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas payer d'impôts et bénéficier de la trésorerie? Alors, il y a toujours un moment où on paye de l'impôt et c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a gagné de l'argent. Pour autant, on peut décaler les choses dans le temps. Effectivement, si on prend l'exemple d'un investissement qu'on a fait dans une SCI, c'est un tout petit peu technique, mais on aura passé en début d'investissement les frais d'acquisition, que ce soit frais d'agence ou frais de notaire, en charge. Donc, on aura un déficit qui sera reportable dans le temps. Pour autant, pour peu qu'en plus on ait fait un différé sur l'amortissement de l'emprunt, on va générer de la trésorerie. Et là, si je veux me dire, je veux l'utiliser notamment pour réinvestir, comment je fais? Soit on l'utilise au sein de la même structure, mais c'est vrai que j'aime bien préconiser quand même une structure par bien, ça permet après de revendre soit le bien, soit les titres de la société. Et donc là, si j'ai de la trésorerie dans une société, ce qu'on peut très bien faire, c'est monter une holding. On fait un apport ou une cession de titres à une holding, ce qui va me permettre de remonter la trésorerie dans la holding et de pouvoir l'injecter dans un autre projet. Là, on reste dans un périmètre qui a l'impôt sur les sociétés. À titre personnel, je ne bénéficie pas de l'argent, par contre, je peux le réinvestir. D'accord. Et à ce moment-là, on résout bien le problème de dire j'ai de la trésorerie que je souhaite réinvestir, donc on ne va pas l'utiliser pour consommer, mais pour réinvestir. Et par le biais de la holding, ça permet d'aller plus vite et d'avoir une surface d'investissement plus importante puisqu'on n'a pas le frottement fiscal de l'impôt sur le revenu pour réinvestir. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte de créer une SCI après en fonctionnement pendant toute la phase d'exploitation? Si on met une holding là, pour utiliser ce dernier système, combien ça va coûter? Et puis également pour peut-être la SARL de famille, combien ça coûte? Ouais, alors globalement, je vais vous donner des ordres de grandeur, mais la constitution d'une société, on est aux alentours de 1 000 € à peu près. Après, il y a une partie honoraire, il y a des frais de greffe, de publicité légale qui sont à faire, donc il y a un petit coût à l'entrée. Et après, ça va toujours dépendre de ce qu'il y a dans la structure, mais je dirais qu'une SCI, entre 700 et 800 €, on a une comptabilité là-dessus. Après, on peut avoir des opérations particulières d'apport de titres, de cession de titres, où il y a un coût à chaque fois. L'idée, c'est au maximum de structurer au mieux dès le début. Mieux on structure les choses au début, moins ça nous coûte cher. D'accord. Ok. Et si on fait un premier montage, puis qu'on le remodifie et qu'on le remodifie, à chaque fois il y a un coût. Alors que si on a un plan bien en tête, je pense notamment à tous ceux qui veulent enchaîner les investissements, une fois que c'est bien structuré au début, on n'a pas de surprise et ça suit son cours. Alors encore une fois, les honoraires, normalement, ne doivent jamais être un frein à partir du moment où on a des investissements rentables. Oui, 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 tout à fait. En fait, on le calcule, c'est ça, on fait une simulation, on regarde les économies d'impôts et puis le coût de la structure, on regarde ce qui est le plus intéressant en fait dans cette situation qui est précise. En fait, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait des conflits? Quand on est associé au sein d'une société, effectivement, parfois, ça se passe moins bien entre associés, on peut avoir des points de vue divergents. Ce qu'on peut faire, en complément des statuts, qui est un document obligatoire qui est la fondation de la société, on peut tout à fait prévoir un pacte d'associés. Le pacte d'associés, contrairement au statut, il est privé, il est juste entre associés, il ne vaut pas vis-à-vis de tierces personnes, le banquier n'est pas au courant, les locataires ne sont pas au courant, etc. Et on peut régir un certain nombre de règles. Moi j'aime bien le comparer au contrat de mariage, c'est de se dire on investit ensemble, tout va bien, et si un jour on n'est plus d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et dans le pacte d'associés, on met un certain nombre de règles et de principes directeurs pour se dire si demain ça se passe mal, comment est-ce qu'on fait? S'il y en a un qui veut vendre, est-ce que, si on prend une SCI, il y a 2 associés, s'il y en a un qui veut vendre, est-ce que l'autre associé est prioritaire? Est-ce que n'importe qui peut racheter ces parts-là? Est-ce qu'il faut il y a un certain nombre de règles qui peuvent être précisées dans les statuts, mais là on vient les affiner. On vient dire oui, c'est d'abord l'associé, et surtout on parle des valorisations. C'est-à-dire qu'on met des formules de calcul la plupart du temps en disant la société elle sera valorisée de telle manière. L'idée c'est, et c'est pour ça que c'est comme un contrat de mariage, c'est qu'on sait à l'avance ce qui se passera si demain on s'entend plus.
L'avantage du pacte d'associés, c'est qu'on peut ne plus s'entendre, mais trouver une autre situation que ce qui était imaginé dans le pacte d'associés. D'accord. Donc si finalement c'est une autre formule de calcul, mais qui est retenue et qui convient à tout le monde, on n'est pas obligé de respecter le pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est le filet de sécurité si jamais ça se passe mal entre associés. En dernier recours, on l'utilise, c'est ça? En fait, quand on le rédige, on espère ne pas l'utiliser. Quand ça se passe mal, on est très content d'avoir un pacte d'associés. Au moins, on a quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est ce qui fait foi entre associés. Ça pousse aussi à trouver peut-être une solution parce qu'ils savent que ça va peut-être pas être le plus avantageux si le pacte d'associés est appliqué. Donc, ça peut être poussé à trouver des solutions avec des compromis pour chacun parce que c'est souvent ça pour régler les conflits. C'est exactement ça. C'est de trouver une solution par le haut et d'éviter que la société elle soit bloquée. Alors, je dirais que sur les sociétés d'exploitation qui ont une activité économique, je dirais que c'est quasiment indispensable, d'avoir un pacte d'associés. Sur de l'investissement immobilier, je dirais que quand c'est monsieur, madame, pas de besoin d'un pacte d'associés. Au sein d'un couple, il y aura d'autres impacts, donc là, il n'y a pas forcément besoin. Je dirais que le pacte d'associés, c'est vraiment quand on est à plusieurs investisseurs, soit amis, soit parfois un investisseur juste avec un seul lien d'argent. Là, c'est indispensable d'avoir un pacte d'associés pour se dire si demain on ne voit plus les choses pareilles ou s'il y a un problème, on sait où on va. Ok, j'ai une dernière question. Si jamais il y a un associé qui veut revendre ses parts, comment ça se passe? Alors, sur les sociétés civiles, la plupart du temps, il y a une clause d'agrément dans les statuts. Donc, un nouvel associé rentre, il faut qu'il ait l'agrément des associés qui restent. Okay. Et après, donc, une fois qu'on a un vendeur, une fois qu'on a un acquéreur, on se met d'accord sur un prix. Et là, il y a un acte de cession de part qui est fait. Ok, d'accord. Ok, donc avec une cession. Tu veux nous donner un dernier conseil? Moi, le conseil que je dis souvent sur l'investissement immobilier, c'est faites-vous accompagner en amont des projets. Trop de fois, on a des gens qui viennent nous voir en disant bah voilà, j'ai acheté ça en SCI alors qu'il fallait l'acheter à titre personnel, ou l'inverse, où il y a parfois des mauvais choix fiscaux qui ont été faits au début, et c'est toujours un peu compliqué de rétro-pédaler une fois que les choses ont été actées. Faites-vous accompagner dès l'origine pour être sûr d'être dans un régime fiscal qui est favorable pour vous aujourd'hui, mais je dirais surtout demain. Sur l'investissement immobilier, on est quand même plutôt sur du long terme. Je mets de côté les parties opérations de marchand de biens, mais quand on est vraiment sur de l'investissement immobilier, on a quand même un horizon de placement qui est assez long, qui potentiellement débouche sur des transmissions, et tout ça c'est bien de le calibrer dès le début. Après, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard, mieux vaut revoir les choses que laisser un mauvais montage fiscal en place. Eh bien François, merci beaucoup d'être venu pour ton retour d'expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir chaque jour des conseils qui vont vous aider à mieux investir dans l'immobilier. Vous allez trouver tous les liens utiles dans la description. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. Enfin, si vous souhaitez bénéficier d'une expertise comptable ou d'un investissement locatif clé en main, prenez rendez-vous avec nous. Vous avez le lien de nos sociétés dans la description. À bientôt. À bientôt.